Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Merci de prendre le rendez-vous de votre plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 14 septembre 2025. Nous sommes là et ce dimanche, notre rendez-vous avec l'actualité sociale au Bénin, plus pertinent justement que jamais. Le gouvernement a montré sa volonté de réformer en profondeur le système éducatif au Bénin face aux défis. Le dialogue reste la voie privilégiée. C'est donc dans ce contexte que nous allons décrypter deux sujets majeurs qui ont retenu les attentions la semaine que nous finissons. Il s'agit bien sûr du retrait du mouvement populaire de libération, du cas de concertation de l'opposition et les avancées obtenues suite à la rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour une rentrée scolaire 2025-2026 apaisée. Ces deux événements récents illustrent justement la détermination de l'exécutif à tracer une voie de développement stable et inclusive. Pour en débattre, mesdames et messieurs, nos invités présents en ce studio, sur ce plateau, voilà, j'allais dire, il s'agit bien sûr de monsieur Stéphane Achinou-Khossou. Stéphane Achinou-Khossou, il est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Stéphane Achinou-Khossou, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers confrères et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de vous rendre disponible pour nous ce matin, Stéphane. C'est un plaisir d'être avec toi en plateau. Infiniment. Merci. Bensid Adjadja est présent sur ce plateau avec nous également. Lui, c'est le directeur de publication du journal l'ENAC. Bensid Adjadja, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers confrères, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci pour votre disponibilité, vous aussi. Tout le plaisir est pour moi. Ce n'est pas fini. Le troisième, bien évidemment, Moubarak Assoumolo, c'est le directeur de publication du journal Le Meilleur. Il est aussi là avec nous. Moubarak, bonjour. Bonjour Mathieu, chers téléspectateurs et téléspectatrices de VTL, bonjour. Merci de votre fidélité, chaque fois, toutes les fois, de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de toujours m'inviter, c'est un plaisir. Voilà. Le mouvement populaire de libération MPL en abrégé a annoncé son retrait du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. La décision a été prise au cours d'une réunion extraordinaire du directoire de ce parti tenue le vendredi 5 septembre 2025 à Cotonou à travers une correspondance adressée au coordonnateur du cadre. Le président du MPL Expérience TB a également notifié sa démission du poste du deuxième coordonnateur adjoint. Nous allons en parler sur ce plateau. Stéphane Achinou-Khossou, quelle lecture faites-vous justement de cet acte posé par Expérience TB et les siens? Il faut déjà relever que, effectivement, comme tu l'as souligné, c'est le 5 septembre dernier que nous avons appris la nouvelle. Et le cadre de concertation a vu jour aussi, ma mémoire ne me trompe pas, en novembre 2024. Donc, moins d'un an après ce regroupement des formations politiques qui s'opposent à l'action du gouvernement, on constate malheureusement qu'il y a déjà des démissions et malheureusement encore des démissions qui s'annoncent à quelques mois des défis électoraux. Et vous avez dit, hein? Oui. Ça veut dire que vous apprenez qu'il y a d'autres qui viennent encore non, après visiblement, parce que lorsqu'on voit les raisons évoquées par le président du MPL Expérience TB, il parle de la cohésion qui a toujours été recherchée mais qui n'a jamais été obtenue. Donc, s'il y a ce malaise à l'intérieur, c'est dire que son départ annonce également d'autres départs. Mais je ne voudrais pas porter un jugement de valeur sur sa démission, mais je veux juste apprécier l'opportunité ou pas de cette démarche d'abord, voilà, avant de me poser un certain nombre de questions. Pour ma part, j'estime que c'est le timing qui me pose moi un problème. Parce que l'opposition, la mouvance présidentielle, à quelques mois des élections, est en train de se mettre en ordre de bataille dans une certaine symbiose, dans une certaine cohésion, dans une certaine unité. Et lorsque on a en face un adversaire qui recherche la cohésion,
qui recherche l'unité, qui recherche le regroupement, et que vous inscrivez dans une logique de division, de dispersion, je me dis qu'il y a un véritable problème. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller aux élections et de remporter les élections. Et on ne peut pas y arriver en rang dispersé. Et donc, j'estime que, en tout cas, je ne trouve pas cette manière de faire là opportune, parce que j'estime que ce n'est pas le moment de le faire. Parce que les enjeux électoraux ce sont des enjeux qu'on doit, on doit pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir relever, n'est-ce pas, donc, ces défis-là. Maintenant, l'autre question, ne nous leurrons pas, quand on prend ce cadre-là, c'est le Parti Les Démocrates qui représente le gros poisson. Le gros poisson. Et donc, les autres partis là ne sont que des partis satellites qui gravitent autour du Parti Les Démocrates. Et donc, dans ce cas, on peut se poser une question. Qui paie? Est-ce le Parti Les Démocrates? Est-ce le cadre ou le MPL? Parce que, d'une manière ou d'une autre, si le MPL sort, qu'est-ce qu'il pourra faire dans cette solitude politique-là, alors que nous savons qu'aujourd'hui, si on doit tenir compte de la réforme du système partisan, le MPL seul ne fait pas le poids. Il ne peut pas espérer une récolte ou bien une moisson de suffrage s'il ne se met pas dans des grands ensembles. Donc, cette démarche-là consiste à quoi? Est-ce qu'il veut écourter l'avenir politique de sa formation à quelques mois des élections? L'autre question que je me pose également, c'est pour quel point de chute? Parce que s'il quitte, il faut bien qu'il aille ailleurs. Il ne peut pas faire cavalier seul. Je l'ai dit tantôt, sinon ce serait un suicide politique. Donc il ne peut pas faire cavalier seul. Sa destination, c'est où? Parce qu'il y a deux camps aujourd'hui. Soit vous tournez autour du parti LD, ou bien vous tournez autour de l'UP ou du bloc républicain. Du bloc républicain. Donc, s'il quitte, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Est-ce qu'il va se retourner vers la mouvance présidentielle? Et s'il le faisait, je ne veux pas porter un jugement, parce que la politique a ses raisons que nous, analystes, nous y aurons parfois, mais s'il le fait, ce serait peut-être qu'il serait en porte-à-faux avec tous les discours qu'il a tenus jusque-là. Quand on prend un parti comme FCBE, qui est plus à l'aise parce qu'on a déjà, on soupçonne déjà des choses, oui, ça ne pose pas un problème sur le rapprochement entre FCBE et les partis mais MPL, ça poserait un problème par rapport au discours qu'il a toujours tenu. Donc j'estime pour ma part que si c'est sur un coup de mésentente qu'il a pu prendre cette décision que nous constatons, je trouve que il faut qu'il ouvre les négociations avec ce cadre-là, pour que s'il y a, c'est pas des malentendus, que cela soit réglé, parce que l'enjeu, c'est vraiment de taille. C'est vraiment de taille. Bensi Dadjadia, nous sommes à vous. Vous avez suivi aussi cette actualité, comme tout autre Béninois, Expérience TB de MPL, en tout cas. Tout le parti se désolidarise justement du cadre de concertation des partis de l'opposition. Abondant toujours dans le même sens que mon confrère, je tiens avant tout propos à rappeler la vocation première de ce cadre de concertation. Ce cadre de concertation vise, je vais dire, à promouvoir la stabilité, la paix au sein des classes politiques et regroupe par ailleurs plusieurs partis politiques et aussi des acteurs politiques. Surtout de l'unité au sein des forces de l'opposition. Assurément, afin que les forces soient vraiment consenties et pour atteindre leurs objectifs communs. Pour moi, je n'étais pas du tout surpris de ce désistement. Ah bon? Parce que quand on suit le parti ou les partis de l'opposition de près, à mon avis, en quelque sorte, il y a un manque d'organisation, je vais dire. Vous savez, c'est le système partisan, c'est grâce au système partisan que jusque-là, nous n'avions pas encore observé, même au sein du parti, les démocrates, une césure, une division. Si on fait rapidement un feedback de la sortie que l'honorable Basile Arrossi a fait, tout se comprend. Tout se comprend.
Et cela pose véritablement un problème du point de vue du timing. Pourquoi c'est à cette heure-là que le mouvement populaire de libération a décidé de faire son retrait? À mon avis, un problème politique se pose. Après ce problème politique, s'ensuit un problème électoral. Vous imaginez, on voit directement qu'il y aura une division au sein même des électeurs soutenant le parti ou les partis de l'opposition en public du Bénin. Et on l'a clairement dit, quand nous lisons aujourd'hui les militants de ces partis qui disent clairement que avec ce choix fait par la mouvance présidentielle, à mon avis, je ne vois pas encore ce qui va m'amener à voter pour l'opposition. Tout ça, ça suscite un véritable problème. Est-ce que le parti MPL se retournera ou changera de veste pour s'allier à la mouvance présidentielle? Point d'interrogation. C'est cette question, à mon avis, qu'il faut suivre de très près. Et moi, ce que je peux conseiller au parti, les démocrates, S'il le faut, assurément, c'est de réellement restructurer les choses. De faire un appel à tous les partis politiques d'opposition, sans exception aucune. Parce qu'à l'heure actuelle, le timing est vraiment grave. Même un seul électeur, même un seul parti politique d'opposition peut faire la différence. Et donc, vraiment, moi, j'appelle le parti, les démocrates et l'ensemble des partis politiques d'opposition à une assise et d'échanger de vive voix, afin que tous ces tohu-bohu qui s'observent de part et d'autre puissent réellement s'éteindre. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci Belsi. De Moubarak, à ce moment-là, nous sommes à voir présents sur cette question du retrait du MPL du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Merci Mathieu. Et avant de remonter, de prendre la chute de mes confrères, je dirais quoi? Ça a été créé, le cadre de concertation a vu le jour il y a 9 mois, si je ne me trompe pas, en novembre dernier. Les gens se posaient la question déjà de savoir est-ce que ça va tenir 6 mois, est-ce que ça va tenir 3 mois. Ils ont réussi à tenir jusqu'en septembre. Disons 2 mois avant 2 mois avant que cela ne fasse 1 an qu'il soit. Okay, d'accord. Si au début les gens doutaient déjà que cela tienne, moi d'abord, je ne suis pas surpris. Je ne suis du tout pas surpris que cela ait capoté, mais je suis juste surpris que ce soit à l'heure là que c'est capoté, à quelques jours, à quelques mois des échéances. Ce qui m'intrigue encore un peu plus, c'est quelle sera la suite de cette série. Parce que pour moi, ce n'est pas encore clair. Vous êtes un parti d'opposition. Tout le monde connaît votre expérience politique, tout le monde connaît votre assise politique nationale. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, le MPL va challenger pour les municipaux ou bien les communaux pour avoir tout ce que le code électoral exige aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Le MPL n'a pas encore cette envergure nationale d'aller aux élections législatives et communales prochaines et à élever les députés et élever les maires. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi je suis un peu perplexe sur le repositionnement que peut prendre, par exemple, le MPL. Est-ce qu'il va vouloir se rallier, comme le font aujourd'hui, comme on l'observe aujourd'hui à travers le FCB, au parti de la mouvance présidentielle et espérer lever quelques députés ou bien quelques maires, ou bien il fera cavalier seul, qui pour moi sera un suicide. Sinon, l'autre chose que je pourrais dire, le MPL, ce n'est pas encore tard. Il peut encore... Nous avons vu les griefs, jusque-là, les griefs qu'il y a, c'est-à-dire, ils n'ont pas encore su s'entendre sur le parti qui va porter la deuxième liste. Ils ont dit qu'ils veulent 2 listes, une liste pour les démocrates et une deuxième liste pour les autres partis qui font partie du cadre de concertation. Mais le parti, c'est-à-dire le parti de M. Guédou, l'autre parti, le NFM de... Donc, qui allait porter cette nouvelle liste? Quel parti allait porter cette nouvelle liste? Avec, bien sûr, le positionnement de ces députés-là, avec un accord de gouvernance, je crois que c'est possible. Donc, il y avait ce problème-là qui existait. Ils n'ont pas pu s'entendre là-dessus. Ce n'est pas encore tard. Ils peuvent encore s'asseoir autour d'une table, échanger et trouver une solution pour aller à ces élections ensemble. Parce que si jamais ils vont en rang dispersé, ce sera vraiment un suicide. Ce n'est pas une première dans nos jeunes démocraties africaines qu'à quelques mois, à quelques jours des échéances, nous observons ces dislocations, surtout du côté de l'opposition. Ce n'est pas bien.
ils voient en face qu'ils ont un parti de la mouvance structuré, coordonné, qui essaie de renforcer les rangs, en faisant même la cour aux partis de l'opposition qui sont à peu près des brebis galeuses de cette cadre de concertation. Et qui commencent déjà par repêcher, ils ont réussi à pêcher FCBE, qui, même si on le dit, avait un pied dedans et un pied dehors, ils ont quand même réussi. Ils ont déjà réussi à repêcher FCBE. Bon, nous avons vu ces accolades, ces rencontres charnelles entre les partis de l'UPR et FCBE, entre Moukpa et Djogbo. Nous avons vu tous ces trucs-là. Vous savez que tout le temps, Paul Moukpa et les siens ont toujours crié qu'ils ne sont pas de l'opposition radicale. Non, c'est pourquoi je dis ils avaient un pied dedans, ils avaient un pied dehors. C'est-à-dire ils avaient un pied dans la mouvance, un pied dans l'opposition. Du moment où ils jugent les intérêts, si l'intérêt va du côté de l'opposition, ils sont opposants. Si ça va du côté de la mouvance, ils deviennent mouvanciers. C'est la lecture de Moubarak. C'est ma lecture pas. Donc, je te le dis, ce n'est pas encore tard. Espérance TB et ces hommes peuvent encore faire machine arrière, s'asseoir autour d'une table, échanger pour dire, trouver une solution. Allons à ces élections ensemble. Parce que aller en rang dispersé, ce sera un suicide. Si également, il veut se rallier à l'opposition et à la mouvance, ce n'est pas encore tard également, il peut le faire. C'est son droit le plus absolu. Nous ne pouvons pas le juger pour ça. C'est un parti politique. Il prend la tendance qu'il veut, mouvance ou opposition. C'est leur droit le plus absolu. Mais ce sera un suicide d'aller à ces élections tout seul. Est-ce que moi j'ai à dire ce que vous avez à dire sur ce sujet? Le parti justifie ce retrait par un bilan jugé insatisfaisant de sa participation aux travaux du cadre selon le MPL. La cohésion et le consensus nécessaires pour affronter les échéances électorales de 2026 ne sont que de vains mots, en dépit des sacrifices consentis selon de ce parti. La question qu'on se pose, Stéphane Arinojoso, c'est savoir si le retrait du MPL ne risque-t-il pas de compromettre justement la cohésion et l'efficacité du cadre, de ce cadre de concertation. Oui, je ne sais pas pourquoi vous mettez ne risque pas. Ça met à mal la cohésion. Ça met à mal la cohésion. Ça fragilise le cadre de concertation. À la limite, ça décrédibilise même le cadre de concertation. Ça montre que, en fait, depuis longtemps, on se jouait de la population pour des intérêts. Des intérêts. C'est la lecture. Et la grosse question que moi je me pose, comme le disent les autres là, à qui profite le crime? À qui cela profite? Cette démarche des responsables du parti MPL, ça profite à qui? Visiblement à la majorité présidentielle, donc à l'UPR et au BR. Est-ce que c'est ce que veut les responsables du parti MPL? Renforcer les partis qui soutiennent l'action du chef de l'État et fragiliser le cadre de concertation. Est-ce que c'est leur démarche? Si c'est leur démarche, bon, on verra bien, puisqu'on a tous été unanimes ici sur le fait que le vrai problème, c'est où est-ce que ce parti-là ira. Le vrai problème, c'est ça. Où va-t-il? Et c'est maintenant, après cela, qu'on jugera de l'intention de la démarche du parti MPL. Moi, mon problème, ce n'est pas qu'il ait désisté pour aller vers la mouvance. C'est pas mon problème, parce que nous ne sommes pas dans les couloirs pour savoir tout ce qui se passe derrière le voile. Mais nous constatons que si vous vous engagez dans une démarche et que vous constatez que lorsque les élections approchent, vos défis ou bien vos intérêts changent de camp, il faut pouvoir le dire dans un discours clair. Mais tel que ça s'est fait là, c'est comme si on jetait un peu du discrédit sur le cadre de concertation. Non, la cohésion qu'on cherche, on n'a pas trouvé. Alors que, en fait, les raisons profondes sont autres. Ça ne peut qu'être que des questions de positionnement. Parce que si vous ne trouvez pas vos intérêts quelque part, c'est sûr que vous allez claquer la porte. Maintenant, s'il claque la porte pour des raisons de positionnement, que le discours soit clair, que nous comprenions pourquoi ça s'est fait. Maintenant,
Si il le fait également pour aller vers la majorité, la mouvance, que cela se dise et que nous sachions clairement ce sur quoi nous sommes en train de débattre. Sinon, moi j'estime clairement que cette démarche-là, c'est pour fragiliser le cadre de concertation à quelques mois, n'est-ce pas, donc, des élections, et ce n'est pas bien. Et donc, je trouve qu'il serait intéressant que le parti leader de ce cadre de concertation qu'est les démocrates puisse appeler ces responsables-là, échanger avec eux et les entendre. Et les entendre parce que, comme quelqu'un s'amuse à le dire souvent, si l'enfant que tu as l'habitude d'envoyer quelque part, qui a été toujours docile, le jour où tu l'appelles, il commence par faire la tête, il faut l'écouter. Il ne faut pas le boycotter, il faut l'écouter. Et donc, je pense que l'ancien président de la République, Thomas Boni-Yayi, a tout intérêt à écouter Espérance TB pour savoir si il a d'autres, je ne sais pas, s'il a des intérêts qu'il faut prendre en compte pour régler cette situation-là. Sinon, ça fragilise le parti, ça fragilise le cadre de concertation, ça décrédibilise le cadre de concertation et ça n'augure pas d'un bon lendemain pour ce cadre-là. Ça présage déjà d'une défaite, ça présage de ce que dans les jours à venir, si les autres partis satellites ne trouvent pas leur intérêt, ils vont encore claquer la porte et finalement le parti LD va se retrouver seul et ce serait également un suicide pour le parti LD. Il a besoin de ces autres partis-là et j'ai toujours également pensé que le fait de ne pas réussir à avoir Paul Rompin dans le cadre, pour moi, c'est un échec. Ah bon? Oui, c'est un échec pour le cadre parce que le FCBE, dans ce cadre-là, apporterait aussi quelque chose. Et donc, si on ne sait pas faire, il y aura recrutement politique de l'autre côté et le cadre va se vider, LD va se retrouver seul et ça, ce serait déjà une élection qui serait gagnée pour le camp du président de la République. Oui. Je voulais juste renchérir ce que dit Stéphane. Tout n'a pas été rose depuis qu'ils ont commencé. Ils ont quand même réussi à obtenir l'audit du fichier électoral, malgré que le chef d'État était contre. Ça veut dire quoi? Depuis qu'ils ont commencé à travailler ensemble, depuis qu'ils ont mis en place le cadre de concertation, ils ont réussi quand même à bouger certains lits. Ça veut dire que tout n'est pas encore gâté. Ils peuvent encore arranger les trucs, trouver une solution et aller à ces élections-là ensemble. Donc vous estimez que un retour, une marche en arrière de MPL est toujours possible? Là, on a dit, Stéphane, nous devons appeler à la hauteur, à la grandeur, à la clairvoyance de l'ancien chef de l'État, et de M. Boni-Yayi, qui doit prendre de la hauteur et appeler son jeune frère. Ils vont s'asseoir, ils vont discuter, échanger, trouver une solution pour que le MPL revienne dans le cadre de concertation pour qu'ensemble ils aillent à ces élections. Sinon, je vous jure, je présage vraiment d'un échec comme l'a dit Stéphane. C'est clair. Et c'est là où on trouve encore la grandeur de Patrice Talon. Où va depuis de 8 ans qu'il a mis en place ces deux grands blocs et tous les partis satellites qui soutiennent son mouvement, nous n'avons pas encore entendu une défection. Tous sont toujours unis autour d'un seul homme, Patrice Talon. Donc, c'est à cause de son leadership, sa clairvoyance. Donc, on peut également appeler, ou bien l'ancien président de la République, Boni-Yayi, peut également faire tout et ramener cette cohésion autour des partis politiques qui sont en porte-à-faux, bien sûr, avec les actions du gouvernement de Patrice Talon. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, avec ce code électoral vraiment corsé, il est vraiment suicidaire à un parti unique de se rendre à ces élections pour sortir victorieux. Regardez, même les grands partis politiques, le UPR et le BR, ont fait encore quoi? Alliance, accord de gouvernance pour aller à ces élections, malgré tout le poids qu'ils ont, les assurances qu'ils ont dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque arrondissement de notre pays. Malgré toutes ces assurances, ils ont dit non, ce sera encore beaucoup plus dangereux d'aller comme ça. Trouvons
un accord comme nous permet la loi et allons encore ensemble pour pouvoir empêcher l'opposition de pouvoir nous snober sur d'autres endroits, sur certaines circonscriptions électorales. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont vu le danger. Et pourquoi, de l'autre côté, vous commencez par vous disperser, pas vous émietter sur des intérêts que j'appelle, en griffe, égoïstes. Parce que là, il s'agit d'un parti de la population, parce que lorsque vous êtes un parti politique, que vous avez des militants qui s'opposent également, qui s'inspirent de vos idées, c'est que cette population aussi s'oppose à l'action du gouvernement. Donc ça dit quoi? Ce cadre de concertation, ces Béninois qui s'identifient à travers ce cadre de concertation vont se sentir trahis, parce que ce n'est pas à quelques jours qu'aujourd'hui tu vas décider de claquer la porte pour je ne sais pas quoi encore pour le moment. Nous attendons, parce que c'est pourquoi au début quand je prenais la parole, je disais qu'il doit y avoir une suite pour cette série. Parce que, comme l'a dit Stéphane, c'est déjà trop tôt de nous prononcer là-dessus. Nous on peut juste peut-être dire que bon, et c'est pas bien, c'est ci, c'est ça, mais on attend d'abord sa point de chute. Est-ce que c'est son point de chute, est-ce que c'est du côté de la mouvance ou bien il va vouloir aller seul? C'est là nous pourrons. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne pèse pas, que le MPL ne pèse pas aussi lourd. En quoi vous pensez que ce retrait-là peut compromettre en tout cas la cohésion du cadre de concertation? Et non, vous savez, c'est 1 plus 1 qui égale à 2. Lorsque tu ne pèses pas lourd, tu fais tout pour trouver quelqu'un avec qui tu peux t'associer et ensemble vous allez peser lourd. Voilà. Maintenant, si c'est que lui veut partir seul, les autres ils étaient 4. S'il est sorti, il reste 3. Alors que s'il était là, ça va encore beaucoup plus se renforcer. Donc c'est en ce cas, je dis que s'il va seul, c'est ça se suit. Mais s'il essaie d'aller avec les autres, il pourra amener son 1 le plus qui pourra forcément créer quelque chose sur l'échiquier politique en 2026. Je reviens à vous, Stéphane. Je vais permettre à Benzi rapidement de dire quelque chose sur ce retrait, justement, parce que c'est déjà la deuxième prise de parole. Ici, Benzi Adjadia, on est en train de parler justement de l'impact que cela pourrait avoir, ce retrait pourrait avoir sur le cas de concertation des forces de l'opposition. D'abord, il faut dire que le président Thomas Boni Yahi a de l'expérience. Et moi, cela m'étonne vraiment que ce retrait puisse se passer à ce moment précis. Parce que c'est un homme qui a quand même gouverné la République du Bénin pendant 10 ans. Ce que moi, je voudrais dire, c'est simple. Il faut impérativement, comme on suit bien le dit mes confrères, qu'il y ait une assise. Parce que vous voyez, même en fait en matière, en politique, il ne faut jamais négliger, ne serait-ce qu'un seul parti politique que l'on estime être une minorité totale. Pas du tout. Et si le MPL a décidé de se retirer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. Vous savez, on n'a forcément pas besoin d'être analyste, d'être militant d'un parti politique avant même qu'on se rende compte que l'opposition béninoise est vraiment à revoir. Et ça se sent, oui, au point où les gens se demandent. Et d'ailleurs, moi, je trouve d'ailleurs cela très bien que l'opposition jusqu'aujourd'hui ne serait-ce que de façon, je vais dire, substantielle, mis un regard sur son candidat. Ah bon? Ah oui, c'est très important. Parce que vous voyez, aujourd'hui, la mouvance présidentielle en griffe à l'appui d'un nombre conséquent de jeunes. Il y a plusieurs personnes qui, je vais dire, qui sont déjà dans les rangs. Je vais dire, 1, 2, nous sommes déjà dans les rangs. D'accord? Donc, il faudrait réellement que le président Thomas Boni Yahi puisse, de façon impérative, ça s'impose à lui. Ce n'est plus quelque chose d'aléatoire, ça s'impose à lui, qu'il fasse appel à tous ces militants afin de réellement demander ce qui ne va pas. Parce que, vous imaginez, si le MPL décide aujourd'hui de tourner sa veste et d'aller au niveau de la mouvance présidentielle, et je vais dire que et ça sera vraiment compliqué, très très complexe pour le parti, les démocrates, de pouvoir espérer quelque chose à l'issue des échéances électorales de 2026, aussi bien la présidentielle que le couplet législatif et communal. Donc pour moi, le cadre de concertation aujourd'hui a un total discrédit. Et si, par la force des choses, il n'arrive pas à trouver un moyen pour régler tous ces problèmes, alors là, ce sera vraiment un chaos pour eux, pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Voilà ce que je peux dire. Stéphane Hinorasso, vous le disiez tantôt,
vous avez manifesté justement le désir tout à l'heure de... Oui, je voudrais juste dire que le spectacle là n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir parce que ce n'est pas à la veille de la guerre que les soldats sont démobilisés. Ça montre que vous êtes déjà vaincus avant d'aller à cette guerre-là. Et si c'est leur souhait, nous, on sera là pour le constater. Et l'autre chose que je voulais signifier, c'est que c'est les partis UPR, BR et les autres partis qui gravitent autour qui ont le vent en poupe en ce moment. Et c'est tant mieux pour eux d'ailleurs. C'est tant mieux pour eux. Il va donc falloir que le chef de l'État, l'ancien chef d'État, Thomas Boni Yayi, comme je le disais, puisse montrer qu'il est un leader. Parce que quand ça se passe aussi comme ça, on peut également émettre des réserves sur son charisme au niveau de ce cadre, n'est-ce pas, donc de concertation-là. Il a ce défi-là de ramener le parti MPL. Et le parti MPL également a tout intérêt à revoir sa posture parce que d'une manière ou d'une autre, il n'ira pas loin seul. Il n'ira pas loin seul, sauf si en procès, en fait, en quittant l'autre, il a déjà trouvé un nouveau mari, en fait. Voilà, parce que, vous voyez, quand une femme commence par gronder, il décide, je vais partir. C'est que quelque part, un autre objectif. voilà, il a un prétendant ou un courtisan là, qui lui envoie de petits textos qui le font sourire par moment. Et il se dit que, donc, est-ce que la majorité présidentielle, les partis UPR et BR sont en train de faire des appels de pied au MPL? Est-ce qu'il veut y aller? On verra bien. Mais il reviendra au président Thomas Boni Yayi de faire le nécessaire pour ramener son jeune frère à la raison. C'est vraiment important. Je vois simplement que c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Lorsque vous ne parvenez pas à prendre soin de votre épouse, surtout si elle est très belle, quelqu'un de dehors va forcément l'arracher simplement. Donc, les appels de pied de la mouvance, moi je crois que c'est de bonne guerre. Si le cadre de concertation, avec à sa tête le président Thomas Boni Yayi, n'a pas su garder le MPL, qui, même si on dit qu'il n'a pas un poids en politique, Laurent Rachid Bamassoum l'a toujours dit aujourd'hui, ministre conseil l'a toujours dit, il faut toujours faire l'addition, la multiplication. Jamais et au grand jamais la division ni la soustraction. Donc, et l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yayi, a intérêt à tout faire pour que son jeune frère retrouve la raison et à revenir dans ce cadre de concertation, à revenir encore dans l'opposition et à rester dans l'opposition et aller à ces élections. Après les élections, il peut dire, bon, je décide de rentrer dans les rangs maintenant et rester dans la mouvance comme l'ont fait déjà d'autres partis politiques que nous avons vu dans ce pays. C'est pas grave. Mais il doit tout faire pour revenir à la raison. Sinon, à quelques mois des élections, je vous jure que c'est suicidaire. Aussi bien pour le MPL, mais également pour tout. Parce que c'est comme une guerre avant la guerre. Ce qui se passe actuellement, c'est comme une guerre avant la guerre. Ce sont des mercatos, ce sont des recrutements. Chacun fera tout pour bomber son torse avant la grande bataille. C'est clair. Si jamais il y a défection quelque part, forcément il y aura ralliement quelque part. Et Stéphane là, a su bien souligner la question. Si il commence par fuir de là-bas, c'est parce que il sait où il va déposer ses bagages. Donc c'est à l'ancien chef de l'État de tout faire et de ressouder encore son groupe. Parce qu'au début, l'avait déjà dit, la première personne qui va classer, ou bien le premier parti qui va claquer la porte à ce cadre de concertation, les gens l'avaient déjà dit, ce sera Espérance Tébé et son MPL. Au début, lorsqu'ils avaient mis en place ce cadre de concertation, c'est vrai que les gens ne venaient pas cher le cadre, mais ils disaient que le premier qui va claquer la porte, c'est certainement Espérance Tébé et ses gars. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. C'est lui qui a claqué la porte. C'est comme si ce que les gens disaient, il était comme peut-être un cheval de Troie. Il était là pour
voir ce qui se passe là-bas et attendre le bon moment pour donner le coup de grâce. Et je crois que c'est maintenant qu'il a donné le coup de grâce. Pour ne pas donner raison à ceux qui disaient au début qu'il était le cheval de Troie, je crois qu'il a intérêt à revenir sur ses pas et à se rallier à l'opposition et aller à ces élections. Sinon, je crois qu'il va donner raison à tous ceux qui pensaient qu'il était le cheval de Troie, pour ne pas utiliser un autre mot. Le parti dénonce justement par ailleurs des initiatives isolées de certaines organisations membres du cadre qui fragilisent la démarche collective. En se retirant, le MPL estime marquer une rupture avec une dynamique qui, selon lui, ne répond plus aux attentes placées dans cette coalition par le peuple béninois Stéphane Ahenorassou. Est-ce que le gouvernement, à travers ce taxe, ne retrouve-t-il pas davantage, justement, ne se retrouve pas davantage en position de force, en tout cas, afin de continuer, justement, les négociations avec ces partis, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, justement, afin d'étoffer? Oui, évidemment, on l'a souligné tout à l'heure. On peut profiter d'une situation, pour poser un acte auquel qu'on a toujours prémédité, je veux dire, qu'on a toujours prémédité. Oui. Et en le faisant, on sait évidemment, dans ce jeu-là, qu'on arrange un autre camp. Donc, visiblement, Moubarak le disait, oui. On est à l'heure des recrutements. Donc, s'il y a désistement de l'autre côté, oui. On ne va pas reprocher à un recruteur de profiter d'une faille d'un autre système pour avoir des éléments et étoffer, n'est-ce pas, donc, son équipe. Donc, ce désistement du MPL le positionne comme un bon élément à recruter pour, n'est-ce pas, donc, les partis de la majorité. De la majorité. Donc, c'est tant mieux pour le jeu politique. Mais, comme je le disais au début, il ne faudrait pas, et sur cela, ma position a toujours été claire, il ne faut pas se positionner comme un traître vis-à-vis de ces populations qui font confiance aux politiciens. Parce que si moi, je donne un exemple, oui, si je me rallie à la cause de Moubarak, par exemple, c'est parce que j'ai foi en ce qu'il dit. Mais si d'un seul coup de main, il reste là-bas et puis il change de position sans tenir compte de mon appréhension, moi, c'est de mon avis, c'est comme une forme de traîtrise. Parce que les responsables politiques ont un contrat vis-à-vis des militants, un contrat de confiance, un contrat de conviction, un contrat de vision. Est-ce que les militants à la base du parti MPL sont forcément d'accord pour cette démarche? C'est pour cela que les questions de changement de veste à la veille des élections, moi, me posent un problème moral vis-à-vis de la posture, en fait, de la posture que ces responsables doivent avoir par rapport à leurs militants. Les responsables de partis sont libres de faire leur positionnement. Mais en le faisant, est-ce que c'est en tenant compte des intérêts des militants à la base ou de leurs intérêts au sommet? Donc, il y a cette forme de scission entre les intérêts exprimés en haut par les responsables politiques et les intérêts exprimés par les militants, par les militants à la base. C'est pourquoi je parle de trahison. Mais ça ne me pose pas un problème si c'est le choix du parti MPL d'aller vers l'UP ou le BR. Si on lui faisait un appel de pied, il le ferait, on ne le lui reprocherait pas. Mais ne refusons pas le fait que ça pose ce problème fondamental-là de savoir si ce retournement de veste est en harmonie, n'est-ce pas, donc avec ce que veulent les militants à la base, ou bien à la limite, est-ce que ce ne serait pas de la manipulation politique où on utilise les populations quand on veut et quand on est en haut, on prend les décisions en ne tenant plus compte d'eux. Ça, c'est ma position. C'est compliqué. Oui, alors Moubarak, vous voulez dire quelque chose à propos? Oui, très rapidement, ce sujet. Je voulais dire, imaginez tout de suite, on sort ici maintenant, on prend notre téléphone, on apprend que l'UPR quitte aujourd'hui la mouvance présidentielle pour se rallier au bloc républicain et pour se rallier aux démocrates.
qu'est-ce que cela va donner dans la tête des Béninois, dans la tête de tous ces militants aujourd'hui qui sont convaincus d'être derrière l'UPR, à faire le combat avec l'UPR depuis 10 ans, ou bien depuis bientôt 10 ans, derrière le chef de l'État, et du jour au lendemain, et le président Joseph Fifame Djobonou, pour un communiqué, nous dit, et tout ça, vous savez, voilà, nous avons telle divergence, nous quittons la mouvance présidentielle, nous rallions à l'opposition. Ce sera vraiment une hécatombe aujourd'hui au Bénin. Donc, c'est pour enrichir tout ce que Stéphane, c'est cette mentalité-là, cette philosophie-là que nos dirigeants, les dirigeants de ces partis politiques doivent toujours avoir. Si vous êtes à la tête d'une formation politique, vous n'êtes pas à la tête d'une formation politique parce que c'est vous seul qui représentez le parti politique. Vous êtes à la tête d'une formation politique parce que derrière vous, il y a des centaines et des milliers de militants qui croient d'abord aux idéaux du parti, et qui croient d'abord à vous en tant que leader pour les conduire à défendre idéalement ces idéaux. Donc, ce n'est pas la veille d'une élection où ils ont su que depuis pas de bientôt 8 ans, qu'ils ont créé bientôt 8 ans, mais 7 ans que le MP a été créé, ils sont toujours partis de l'opposition et à quelques mois des élections, ils deviennent partis de la mouvance. Je crois que ça sera une trahison. Oui, sur le sujet, Bensid. Oui, assurément. En fait, il faut dire que la position actuelle du MPL arrange déjà la mouvance présidentielle. D'accord? Si, par exemple, le MPL décide aujourd'hui d'être neutre, politiquement parlant, en ce qui concerne les échéances électorales, qui s'en sort gagnant? Et se laisse courtiser. Ce serait assurément la mouvance présidentielle, même si le MPL décide par la suite d'aller vers le parti, les démocrates, après plusieurs compromis, ça arrange toujours la mouvance présidentielle. Parce que vous voyez, tous les militants ne sont pas au même pied d'égalité. Il y a d'autres militants qui sont très observateurs. Et là, surtout, le timing va réellement jouer contre le parti des démocrates. Parce que si au moment où, si à ce moment, le parti des démocrates, le docteur Thomas Bouni Yahi, de façon, je vais dire, très objective et très nette, ne mène pas les démarches idoines qu'il faut vers le parti MPL, le parti MPL lui-même va perdre des militants et ce serait la mouvance présidentielle qui s'en sortira toujours gagnant. Cela étant, le docteur Thomas Bouni Yahi, bien qu'il sache que le MPL, que le retrait du MPL n'est pas en son avantage, il faudrait également que, en voulant mener cette démarche, il puisse être dans le temps. Voilà. Il puisse réellement être dans le temps. Parce que si le mouvement si le MPL est là de façon neutre, mais en politique, ce ne sont que des additions. Ce ne sont que des additions. Et actuellement, la mouvance présidentielle, même malgré le fait que cette mouvance présidentielle ait une majorité absolue, on cherche toujours à avoir d'autres personnes pour s'allier à notre cause. Et ça va totalement déstabiliser et discrédibiliser le parti de l'opposition. L'opposition. Merci. Nous allons passer au second sujet de ce plateau, l'hebdo des éditos de ce 14 septembre 2025. Le mardi 9 septembre 2025, le gouvernement a organisé une session extraordinaire de la Commission nationale de consultation, de négociation collective exclusivement consacrée, à l'évaluation des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026, rentrée scolaire et universitaire. Bien évidemment, nous allons discuter justement de cette question ici avec vous, Moubarak Assombolo. Une démarche, comment appréciez-vous justement cette démarche de gouvernement? Nous sommes à la veille justement de la rentrée scolaire 2025-2026. Moubarak. La semaine passée, comme chaque année, depuis bientôt 10 ans, et le président, le ministre d'État, Abdoulaye Tchani, la ministre de la fonction publique, Adidas Matisse, et les autres ministres de l'enseignement supérieur, de l'enseignement maternel également du secondaire, se retrouvent avec les centrales, les syndicats pour échanger sur le déroulé de la rentrée scolaire. Et depuis chaque année, nous avons observé que globalement, la rentrée scolaire, après ces assises, même si toujours ces assises ne finissent pas correctement bien, parce que quoi qu'on dise, les centrales, même si vous satisfaisez à toutes les revendications aujourd'hui, automatiquement, ils auront encore d'autres revendications. Ils ont toujours quelque chose à reprocher au gouvernement. Ils ont toujours quelque chose à réclamer au gouvernement. Ils ont toujours quelque chose à vouloir. Donc,
nous avons quand même observé globalement depuis bientôt 10 ans, ou bien depuis bientôt 10 ans que Patrice Talon est là, avec ce cadre, que les trucs évoluent. Nous n'avons pas de rentrée scolaire avec des couacs. Nous n'avons pas des grèves, même si la loi corrige ça. Nous n'avons pas des scissions, nous n'avons pas des problèmes réels. Et les résultats sont là. Nous avons vu que depuis bientôt 10 ans, je vais toujours me référer à 10 ans, et les résultats aux différents examens s'améliorent de mieux en mieux, de jour en jour. Comment on appelle ça? Les élèves sont beaucoup plus très bien encadrés à l'école. Encadrés à l'école, les conditions. Même si les conditions sont réunies, même si jusque-là, ce n'est pas encore ce que tout le monde souhaite qui se fait, ce n'est pas encore totalement couvert sur l'étendue du territoire. Au moins dans chaque classe, nous avons les enseignants. Dans chaque classe, les enseignants restent jusqu'à la fin de l'année. Dans chaque classe, même les AME qui aujourd'hui font objet de toute revendication, aussi bien à travers les centrales, mais également pour les populations aussi, portent à cœur ces AME qui ont sacrifié leur carrière pour se convertir dans l'enseignement. Aujourd'hui, le gouvernement fait tout également pour que ces derniers-là perçoivent 12 mois sur 12 mois, ils soient traités un peu équivalent, à l'équivalence avec les autres collègues qui étaient déjà là. Donc, le gouvernement fait tout pour que la rentrée scolaire, durant près de 9 mois, se déroule globalement très bien. Donc, comme il a déjà fait, il a débloqué les fonds pour préparer la rentrée, les affectations étaient déjà émises. Chaque directeur, chaque ministère, chaque directeur départemental a déjà reçu son cahier de charges. Donc, je crois que ça sera comme toujours, ça va très bien se passer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Oui, Bensid, à vous. Vous avez suivi aussi cette actualité. Sur le volet éducatif, moi, je ne peux que vraiment féliciter le gouvernement, parce que depuis l'avènement du régime de la rupture, on n'observe plus des grèves de part et d'autre. Donc, cette action vise beaucoup plus à apaiser ces syndicalistes qui, à tout bout de champ, veulent toujours obtenir gain de cause. Et c'est aussi une façon, en réalité, d'apaiser les AME qui veulent de façon impérative qu'un reversement soit fait. Et il faut aussi dire que cela va indubitablement corriger cette sortie du président Joseph Diogbenu Andali qui aurait traité ce reversement de démagogique. Vous voyez, et il y a donc toute cette frustration qui de jour en jour s'accroît au niveau de ces enseignants. Il faudrait donc, pour une bonne marche des choses, qu'ils puissent commencer la rentrée scolaire tout en étant apaisé et en sachant aussi que le gouvernement n'a pas que le volet éducatif comme pilier du développement. Il faudrait réellement qu'il puisse prendre patience. Et voilà, et ces échanges, je vais dire, entre le gouvernement et ses concernés a donc cette portée vraiment positive et vivement que cela puisse s'échelonner et que ces échanges ne se limitent pas seulement à une théorie, que le gouvernement continue dans cette perspective et apporte réellement gain de cause à ceux qui font à tout bout de champ ces revendications. Thank you very much. Nous sommes à vous. Merci beaucoup. Alors, Stéphane Ahimawasu, sur cette question. Oui, ça me fait un peu mal. On n'a plus assez de temps. Mais je voudrais dire 2 ou 3 choses rapidement. La première, c'est que à la faveur de ces rencontres, le gouvernement avec les confédérations syndicales essaie de baliser le terrain pour voir ce qu'il faut céder avant d'aller à la rentrée. Je pense que les subventions, le gouvernement donne la garantie que les subventions seront mises à disposition. Il y a 2 aspects. Le deuxième aspect, c'est que, vous voyez, je félicite le gouvernement pour tout ce qui a été fait dans le secteur éducatif jusque-là. Le gouvernement a énormément fait. Ne pas le dire, ce serait une injustice. Le gouvernement a énormément fait. Je dis bien, le gouvernement a énormément fait. Mais je dis qu'il y a également 2 choses à corriger. Le premier aspect, c'est que vous voyez, dans la même fonction, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui bénéficient de la prime de rentrée, il y a ceux qui ne bénéficient pas de la prime de rentrée, qui sont les AME. Ils font le même métier. Ils aspirent et les mêmes poussières de craie. Ils ont des charges, des enfants à mettre à l'école. Ils ont des tenues à acheter. Ils ont des chaussures à acheter. Ils ont des cheveux à coiffer. Mais ils n'ont pas de primes pour ça.
je trouve que le gouvernement doit penser à ça, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on donne aux autres, compte tenu de leur statut, le gouvernement doit leur prévoir, ne serait-ce que quelque chose. Parce qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, les AME occupent 80% du système éducatif. 80%. Et c'est parce que ce système-là a été un système concluant que le gouvernement l'a maintenu jusque-là et compte pérenniser ça. Et donc, pour un système qui a marché, il faut y mettre le moyen. Et ce que réclament aujourd'hui les AME, et qui, je pense, s'impose, c'est le reversement. Vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas aspirer à être enseignant pendant 7 ans. Je ne veux pas dire, je veux être journaliste, j'aspire à être journaliste, on me met là pendant 7 ans. C'est comme si le temps que je passe à aspirer dépasse le temps de formation. Pendant 7 ans, il faut que le gouvernement soit regardant. Et comme je me plais à le dire, le meilleur cadeau que le président Patrice Talon donnerait à ces AME dont il a contribué à l'avènement là, c'est de les reverser tout simplement. Ce serait le meilleur cadeau d'au revoir qu'il donnerait à ces AME là. Et j'ai une pensée vraiment, une bonne pensée à l'endroit de ces AME là, à la veille de la rentrée. Je leur souhaite vraiment beaucoup de courage, parce que ce n'est pas facile. Quand vous voyez les conditions, le stress sur le terrain, la discrimination sur le terrain, voyez-vous, il faut leur souhaiter du courage et dire que demain sera meilleur pour eux. Tout simplement. Je vous avais 30 secondes encore. Je vous donne 30 secondes pour conclure. Vos messages de fin sur les deux sujets que nous avons rapidement. Je veux juste dire par rapport au premier sujet que la situation, le désistement du MPL n'avantage pas du tout le cadre de concertation. On donne de la force, à la majorité présidentielle, et je veux dire que le gouvernement pour la rentrée soit plus regardant par rapport aux AME qui font énormément pour notre système éducatif. Merci. Merci Dadjaya. Conclusion, 30 secondes vous aussi. Oui, je voudrais faire un appel au mouvement populaire de libération, tout en lui rappelant que sa posture actuelle ne l'arrange pas du tout, et qu'il faille réellement et qu'il puisse faire machine arrière afin de mener les démarches idoines à l'endroit du docteur Thomas Boni Yahi, afin qu'un consensus, un compromis puisse aboutir. Et de l'autre côté, s'agissant de cette rencontre entre le gouvernement et ses acteurs éducatifs, moi, je tiens avant tout propos à féliciter le gouvernement pour ses efforts quotidiens qu'il fournit dans le cadre, dans le sillage du système éducatif, et apaiser les AME, tout en leur disant que tôt ou tard, ça va donner. Merci beaucoup, Moubarak. 30 secondes vous aussi. Le gros cadeau que Patrice Talon peut faire au corps enseignant, au corps éducatif, après tout ce qu'il a fait, comme l'a rappelé Stéphane, c'est de reverser tous ces AME qui, depuis bientôt 7 ans, travaillent à ce que notre système éducatif soit meilleur. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, tout le monde voit, tout le monde apprécie ce qui se fait depuis bientôt 7 ans avec ces AME. Donc, Patrice Talon, cher papa, cher président, pardon pour l'expression, cher président, faites tout pour le reverser avant de partir. Merci beaucoup. Sur le premier sujet, que le MPL rejoigne, soit le MPL rejoint les rangs, soit retourne simplement dans l'opposition. Parce que rejoindre les rangs, rejoindre les rangs aujourd'hui, il y a un rang. Ceux qui ont compris ont compris. Mesdames et messieurs, merci infiniment pour votre sympathique attention sur ce plateau. Stéphane Akimokosu, il est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Vous l'avez suivi justement sur ce plateau tout au long du temps que nous avons passé ensemble. Stéphane Akimokosu, merci à vous d'avoir pris. Voilà, par ici, ce dimanche, en face de lui, Bensid Adjadja, le directeur de publication de l'ENAC. Il était aussi ici, sinon on est encore là, nous sommes à la fin de cette émission. Moubarak Assoumolo, directeur de publication du journal Le Meilleur, lui aussi a opiné sur ces deux questions que nous avons abordées ici, notamment le retrait du parti MPL de Expérience TB et la rencontre du gouvernement avec les partenaires sociaux pour une rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 apaisée. Toutes nos productions sont à retrouver, oui, sur l'ensemble de nos plateformes, notre site internet, c'est www.telebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre compte X ETélé en live
Sans oublier notre application iOS et Android E-Télé, tout simplement E-Télé avec vous. Pour vous, Angel Toboula reprend le contrôle parce que Dimanche c'est politique se poursuit. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.